Alors, on continue. Alors, je vais partager avec vous maintenant un autre document que vous pouvez trouver facilement sur la plateforme de la fac. Alors, ce qui est important ici, regardez ici, les thèses des modernes. On va avoir deux thèses. La première thèse, c'est celle des modernes, et on va avoir la thèse des anciens. Pour un peu voir comment réfléchissent, comment pensent les modernes et comment réfléchissent et pensent les anciens, et comment ils travaillent. Donc, les thèses des modernes. La faiblesse des anciens. Premièrement, c'est la faiblesse des anciens. Perrault, on appelle au goût des mondains et des femmes pour critiquer le style ennuyeux de Platon, la confusion de Pindare, les idées dépassées de la physique d'Aristote. C'est vrai, parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, que les sciences avancent, il y a chaque fois une théorie qui vient contredire ce qui a été déjà élaboré. Donc, si Aristote avait élaboré quelque chose de bien précis dans le domaine de la physique, à un certain moment, cette théorie ne tient plus debout parce qu'il y a une autre théorie qui viendra, ou là qui est venue pour battre en brèche la théorie d'Aristote. Donc, c'est pourquoi, ici, les anciens sont faibles. D'un point de vue aussi stylistique, chez Platon, bien Pindare, même les femmes des salons peuvent faire mieux que Platon et Pindare. Avec Rosa, on a déjà vu comment ces femmes de salon utilisaient la langue française et comment elles ont pu aussi créer certains mots, certaines notions de la langue française relativement à des objets du quotidien. Mais leur création était très élaborée. C'est-à-dire que ces femmes-là sont mieux que Platon et l'une des grandes, on va dire, têtes de l'Antiquité. Deuxième critique, la critique du principe d'autorité. Alors, pour argumenter en faveur de la supériorité des artistes modernes, Perrault utilise l'exemple de la science moderne qui a dû se débarrasser des idées erronées d'Aristote, d'Hippocrate ou de Ptolémée. Se soumettre à l'autorité signifie arrêter le progrès. C'est Fontenelle qui a dit ça. C'est-à-dire que là, ce n'est pas que Aristote, ou bien Aristote, il est bien, il est vénérable, mais il n'est pas adorable, parce que ce n'est pas Dieu. Et donc, s'il a dit beaucoup de choses de bien dans certains domaines, la littérature, la rhétorique, la poétique, il n'a pas excellé dans d'autres domaines. Alors pourquoi le suivre? Compris? Oui. Donc, Aristote ne doit pas être une autorité. Ça veut dire quoi une autorité? C'est-à-dire alors aujourd'hui, par exemple, si on doit étudier la littérature française, on va dire que Roland Barthes, on va dire que Jean-Paul Sartre, ce sont des autorités. On va dire que Antoine Compagnon, c'est une autorité, parce que ce sont là des noms qui ont excellé dans leur domaine, à savoir la critique littéraire. C'est des modèles. Ce sont des modèles, c'est vrai, parce que vous ne pouvez pas avoir une thèse d'État en littérature française sans par ailleurs que vous ne citiez pas ces trois noms, ou bien l'un de ces trois noms. Ce sont des autorités. Ceux qu'on cite sont des autorités dans un domaine bien particulier. Si vous voulez le fiqh, vous allez voir Gahadouk li kaydouzou الحديث سميتو هذاك Là, ce sont aussi des autorités. Maintenant, Aristote,
Aristote au XVIIe siècle ne doit pas être considéré comme une autorité dans certains domaines. Par exemple, la physique ou bien la science. Compris? Oui. Troisièmement, la permanence des lois naturelles. Alors, Fontenelle utilise cet argument pour montrer que les modernes ne peuvent être en aucun cas inférieurs aux anciens. L'antériorité ne peut pas fonder la supériorité. Oui. Par exemple, alors, Hadiri, Oui, monsieur. toi et ton grand-père, Oui. si je dois te comparer, ou là, si tu dois comparer tes compétences avec les compétences de ton grand-père, Les miennes seront... qui est plus compétent, toi ou bien ton grand-père? Eh bien, c'est moi, Pourquoi? parce que j'ai vécu dans un temps beaucoup plus moderne que lui. Ah, encore. Maintenant, dans le domaine du savoir et des connaissances. Je peux dire que c'est le contraire. Pour moi, je pourrais dire toi? que le grand-père... C'est qui toi? Oui, je m'appelle Malika, monsieur. Malika, allez pour voir un peu qui est en train de parler. Alors, Malika, comment je peux le voir? Allez, vas-y. Oui, continue, vas-y. Tu n'as pas, mon tu n'as- avis tu n'as à pas de caméra, moi, quoi? oui, je peux pas le mettre maintenant. C'est Alors, possible. vas-y, c'est Kemal. Oui. D'accord. Pour moi, mon avis, je crois que les grands-pères ont beaucoup de savoir que nous, même si on est dans des temps modernes. Mhm. Ils ont vécu Oui. des expériences, ils ont eu beaucoup ils ont une tête plus grande que nous, disons. Mais nous, on a développé ce savoir. Oh, regarde, il y a un proverbe marocain très connu. Oui. Li fatek blila, Presque bhila. li fatek blila, fatek bhila. Presque bhila. C'est-à-dire que toi maintenant, tu es en train de vivre ton expérience à toi, ton monde à toi, mais aussi tu es en train de vivre le monde dans lequel a vécu ton grand-père. Par le biais de quoi? Par le biais de tout le savoir qui a été accumulé, qui a été écrit à propos de cette période dans laquelle ton grand-père a vécu. Tu sais ce qu'il a peut-être su, tu sais peut-être tout ce qu'il a vécu, mais lui, il ne sait pas ce que toi, tu sais. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Alors, si on prend par exemple Omar ibn Khattab, gars. Ah oui? في مجال الفقه. Dans tout ce qui est fiqh. Est-ce qu'il est plus compétent que, on va dire, Zaba Ben Hamza, là, qui est ben bzaf tilfaza. Est-ce qu'il est plus compétent que Ben Hamza? Oui. Pourquoi? Plus compétent. Pourquoi? عارف اللي غادي يجبد عليا الصداع ولكن سي با غراف. Même Omar ibn Khattab, c'est son domaine. Écoute, regardez. Omar ibn Khattab, chacun a sa façon de... Non. Omar ibn Khattab, il connaît seulement... Omar ibn Khattab, il connaît seulement les événements qui lui sont arrivés ou bien les événements que les autres ont racontés et suite à quoi il va trancher. Mais depuis la mort de Omar ibn Khattab jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? Oui. Maintenant, on va prendre n'importe quel واحد في الفقهاء ديالنا اللي كاينين في المجلس الأعلى. Est-ce qu'il sait ce que c'est Omar ibn Khattab? Oui. Est-ce qu'il sait autre chose que ce que... Oui, donc les modernes sont plus avertis. Les modernes sont plus avertis que les anciens. Pourquoi? Parce que chaque moderne est un ancien. Accumulation. Chaque moderne est un ancien. Ils ont des savoirs des anciens. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent autre chose. Ils veulent dire avec leur manière, avec leur style, ce qu'ils sont en train de vivre.
là, ce qu'ils pensent ou bien ce qu'ils imaginent, sans par ailleurs être emprisonnés dans une logique, dans la logique que les anciens sont supérieurs à nous. Donc, tout ce que nous allons créer va être inférieur quantitativement et qualitativement à ces anciens. Compris? Oui. Donc, 4. L'idée du progrès. Si la nature est la même, le temps, l'histoire apporte la cumulation du savoir-faire. Pour fonctionner, les arts suivent la loi du progrès, au même titre que les sciences. Les modernes sont supérieurs grâce à leur connaissance supérieure des règles de l'art. Pero on arrive jusqu'à voir dans le XVIIe siècle le sommet de la perfection. Donc, là, c'était quoi? C'était les idées des modernes. Et regardez ici, les anciens A majuscule, moderne M majuscule. L'art de la simple nature. Les anciens sont plus près des origines de la nature. S'inspirer des anciens prémunit des excès de la modernité. Vous savez? Donc, ils disent que là, la nature, ici, la nature, c'est tout à fait le contraire de la modernité dans le sens où la modernité est en quelque sorte pollue, métaphoriquement, la nature. Alors que dans l'Antiquité, l'homme était pur. Deuxièmement, l'imitation n'amoindrit pas l'originalité. La confrontation avec les anciens augmente la qualité de la création. Oui. Les modernes, du moins certains des meilleurs modernes, sont loin d'égaler ceux des auteurs français qui imitent les anciens. C'est-à-dire que d'un point de vue qualité, les anciens sont très... Les anciens, ceux qui s'inspirent, ceux qui écrivent à la manière des anciens, sont mieux lotis, sont mieux, leurs écrits sont plus parfaits, leurs écrits sont plus parfaits que ceux que les modernes. Les modernes. Oui. Alors, du moins certains, témoins, Molière, Racine. Vous avez dans ce document-là certaines lettres qui ont circulé dans l'académie ou à l'académie. Alors, je reviens au texte sur lequel s'est fermée la première réunion, close des premières réunions. Alors, la belle antiquité fut toujours vénérable. Là, c'est qui parle? Héros. Mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable. Je vois les anciens sans plier les genoux. Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous. Et l'on peut comparer sans craindre d'être injuste le siècle de lui au beau siècle d'Auguste. Donc, on a lui le grand, on va le comparer au siècle d'Auguste. Donc, un siècle, lui grand, c'est le XVIIe siècle, et puis le summum, en quelque sorte, de l'Antiquité, c'est le règne d'Auguste. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que avec Auguste, c'est le sommet de l'Antiquité en quelque sorte, mais maintenant, avec le siècle de Louis XIV, ça va être le XVIIe siècle. Quand d'un plus vif assaut força Satan des remparts, et quand vit-on monter au sommet de la gloire, d'un plus rapide cours le char de la victoire. Si nous voulions ôter le voile spécieux que la prévention nous met devant les yeux, et là, c'est d'applaudir à 1000 erreurs grossières
Les erreurs grossières de qui? Des anciens. Les anciens. Nous servir quelquefois de nos propres lumières. C'est quoi ces propres lumières? C'est la langue française. C'est notre savoir. C'est notre modernité. Ne comparez pas la modernité dans laquelle vous êtes en train de vivre avec la modernité du 7e siècle. Hein? Oui, oui. Effectivement. Et là, c'est d'applaudir, nous servir quelquefois. Nous verrions clairement que santé méritée et qu'enfin, on peut n'adorer pas toute l'Antiquité. Regardez ici. On peut n'adorer pas toute l'Antiquité. Pardon? Pardon. On peut n'adorer pas toute l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a des points, il y a des personnes qu'on peut adorer dans l'Antiquité. Mais pas toutes. Tous ceux qui sont dans l'Antiquité ne sont pas adorables. Oui. Il y a des exceptions. Mais, des exceptions, il y a peu d'exceptions. C'est-à-dire que la majorité ne sont pas adorables. Il n'y a qu'une minorité qu'on peut adorer. On peut vénérer, qu'on peut adorer. Donc, faites attention à cette négation. On peut adorer toute l'Antiquité. Non. On peut n'adorer pas toute l'Antiquité. Et qu'enfin, dans nos jours, sans trop de confiance, on lui peut disputer le prix de la science. C'est-à-dire qu'on peut, tout ce qu'on dit, tout ce qu'avaient dit les anciens, tout ce qu'a produit l'Antiquité, tout ce qu'a produit l'Antiquité n'est pas aujourd'hui, on va dire, adorable. Ce n'est pas question de vénérable, n'est pas aujourd'hui juste. Parce que la science a évolué de telle façon à ce qu'elle a renié certains résultats que l'Antiquité a trouvés. Ce n'est pas toujours valable. Aujourd'hui, il n'est pas valable. Regardez, même si je suis nul en mathématiques, on avait l'espace euclidien. Après l'espace euclidien, on a un autre espace. Pour ceux qui sont mathématiciens, ils peuvent me corriger. Alors, l'espace euclidien, aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il a été dépassé. Il a servi pendant une certaine période, mais maintenant, non. Pourquoi? Parce que la science a évolué. Wow, vous me demandez, là, vous allez me demander d'être toujours reconnaissant à cette antiquité dont les sciences sont déjà dépassées. On lui peut disputer le prix de la science. Platon, qui fut divin, c'est Limzian, qui fut divin du temps de nos aïeux, commence à devenir ennuyeux. En vain, son traducteur, partisan de l'antique, on converse la grâce et tout le sel attique. Parce que si vous avez une petite connaissance par rapport à la façon avec laquelle écrivait Platon, tous ses écrits, toutes ses productions, tout ce que vous pouvez trouver maintenant sur le marché, dans les grandes librairies ou dans les bibliothèques, ce sont des discussions. Vous savez? Tout ce qu'a écrit Platon, c'est sous forme de discussion. On va avoir deux personnages, deux personnes qui sont en train de discuter. Donc, la façon avec laquelle Platon pensait ses écrits est très dépassé. Maintenant, est-ce que le contenu, est-ce qu'il est valable jusqu'à maintenant? Point d'interrogation. Vous savez, maintenant, je suis en train de parler seulement la forme. La forme avec laquelle a écrit Platon est dépassée. Allons voir une autre manière d'écrire. Du lecteur le plus âpre et le plus résolu. Un dialogue entier. Alors, un dialogue, c'est-à-dire, regardez, 200 pages, 300 pages, ce sont que un dialogue. Un dialogue entier ne saurait être lu.
Famine? Oui. Alors, chacun sait le décrit du fameux Aristote. En physique, moins sûr qu'en histoire, Hérodote. Ces écrits qui charmaient, c'est la partie. Les plus intelligents sont à peine reçus de nos moindres régions. Là-bas, le Thdari. Pourquoi sont étonnés dans cette nuit obscure? Regardez, l'Antiquité pour un moderne, c'est-à-dire pour celui qui a écrit ça, c'est quoi? C'est une nuit obscure. Ma chérie, nuit. Ce n'est pas, regardez, dans cette nuit obscure. La machine dans cette obscurité, non, dans cette nuit obscure. Alors, c'est quoi la figure de style ici? Oxymore. Très bien. Oxymore. Parce que nuit et obscur ici, c'est quoi? Ce sont des opposés, des noms. Non, c'est pas un oxymore. Je veux dire la même chose. C'est quoi? L'obscurité fait partie du sens de la nuit. Symbole. Non. Deux idées qui ont le même sens. Un pléonasme. Un pléonasme. C'est un pléonasme. C'est comme quand on dit en arabe quoi? L'exemple Leila Moudlema. Leila Moudlema. J'ai pas entendu. Leila Moudlema. مظلمة حالكة الظلام تنقولوا حالكة الظلمة. Donnez-moi un exemple de notre arabe dialectal qu'on utilise, dans lequel on utilise le pléonasme d'une façon récurrente et systématique. Ce que vous ne pouvez pas trouver en français. On te l'arrête fort. Oui, c'est ça. C'est comme si on n'ajoute pas le faux, on ne dirait pas la comprendre. Parce que dans le c'est il y a déjà quoi? Toujours en haut. Ce mouvement de bas vers le haut. Alors que dans le nahbat, il y a le taht. Donc on appelle ça un pléonasme. Vous savez? Oui. C'est une faute. Ici, c'est une figure de style. Non, ce n'est pas une faute, c'est une figure de style. Ici, c'est une figure de style. Pléonasme, c'est une faute. Mais c'est aussi considéré en poésie comme étant une figure de style. Bon, regardez là, dans ce document Word, dans ce document PDF, vous avez tout le poème. Mais dans le document Word, on n'avait qu'un extrait. On n'avait qu'un extrait. Vous savez, vous allez revenir, quand vous allez comparer les deux documents, vous allez voir. Et si vous voulez voir tout le poème, vous voulez lire tout le poème, vous pouvez le lire dans le document PDF. J'ai une question. Oui. En concernant. C'est Redmi. Redmi, chef, la liste des étudiants, je vais avoir Redmi. C'est Madame Hafsa. Hafsa quoi? Même Hafsa, ça ne m'intéresse pas. Hafsa Betahi. Hein? Hafsa Betahi. Betahi, allez, vas-y. Monsieur, en ce qui concerne les querelles, j'ai vu des vidéos, des cours. La querelle, c'est une notion qui vraiment traverse le temps. Si vous parlez seulement de l'Antiquité et les Lumières, ou bien j'aimerais bien me situer en ce qui concerne une querelle des anciens et des modernes. Est-ce que tu as été présent dès le début? J'arrive pas à vous suivre. À vous Zoom, j'avais des problèmes de son. Est-ce que tu as suivi le cours depuis le début? Non. Non, monsieur. On a déjà parlé de ça. Parce qu'on a un problème Il nous reste seulement 10 minutes. Fais attention. On a déjà commencé avec ça. On a dit que ici, quand on est en train de parler de la querelle des anciens et des modernes au XVIIe siècle,
c'est comme si on était en train de parler de la querelle intergénérationnelle. Chaque fois que deux générations, ou bien que trois générations entrent en conflit d'idées, on est déjà dans une querelle. Sauf que dans le domaine de la littérature, cette querelle-là qui s'est déroulée vers la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire la fin de la deuxième moitié du XVIIe siècle, elle est restée dans les annales de l'histoire littéraire parce qu'il a opposé deux grands pôles avec de grands noms dans le domaine de la littérature, que ce soit chez les anciens, Racine par exemple, ou bien Perrault, ou bien chez les modernes, par exemple Molière. Molière, oui. Molière. Donc, même à l'intérieur de ta maison, madame, on peut avoir la querelle. La façon avec laquelle la mère va penser, réfléchir, peut-être au diapason de ce que pense, réfléchit son fils. Ouais. Compris? Oui, oui. Donc, la notion de querelle dépasse le cadre d'un siècle bien défini ou bien d'une période bien définie. Et à chaque période, il va y avoir des querelles. Il y a même maintenant, dans cette atmosphère dans laquelle nous nous trouvons, il y a une querelle. Il y a ceux qui veulent coûte que cette pandémie, ou bien que le confinement s'arrête et qu'on commence déjà le déconfinement vers le 20 mai. Il y a ceux qui disent tout à fait le contraire. Non, il y a encore des cas qui sont en train d'être signalés et donc il ne faut pas déconfiner. On est dans cette querelle aussi. Oui. Compris? Oui, oui. Imagine, la prochaine fois que vous entendez le mot querelle, vous devez vous situer au XVIIe siècle. Non, à chaque génération, chaque période, il y aura sûrement des querelles d'idées. Ici, on est en train de parler des idées. Oui. Mais pour vous, monsieur, en ce qui concerne les examens, qu'on doit étudier. Qu'on doit étudier. Ne me parlez pas des examens parce que je n'ai jamais pensé aux examens, madame. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Parce que j'avais une notion vraiment... Tout est flou. Regarde. Monsieur, concernant l'examen, vos informations sont plus riches que passer un examen. C'est vraiment très fertile. Je n'ai aucune information concernant les examens. Oui, ça sera fertile. S'il vous plaît, monsieur, je voulais dire. Regardez, si j'avais une information concernant les examens, je vous l'aurais dit. Maintenant, je n'ai aucune idée de la façon avec laquelle vont se dérouler les examens. Quand est-ce que vont se dérouler les examens? Donc, c'est vraiment un flou total. Que ça soit pour vous, s'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit examen parce que pendant l'examen, on écrit beaucoup de choses qui sont hors sujet. Quand on dit mot querelle, c'est vraiment ce que vous venez de dire. Querelle, c'est vraiment très vague. C'est très génération, intergénération, comme vous avez dit. Bien sûr, regarde. Pour être vraiment précis. Quand vous allez avoir le mot querelle en histoire des idées, semestre 2, ça doit référer à la querelle des anciens et des modernes qui s'est déroulée vers la fin du XVIIe siècle en France. Merci, monsieur. Vous savez? C'est clair, oui. Querelle ici, ça ne va pas être la dispute qu'a rassemblé X, Y, dans une date bien particulière. Ça va être celle-ci. Oui. Vous savez? Oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Ça va être celle-ci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, la continuité de cette querelle des anciens et des modernes
va dépasser le XVIIe siècle pour aller jusqu'au XVIIIe siècle qui va ouvrir, ou là, qui va être le siècle des Lumières. Et maintenant, pendant le siècle des Lumières, regardez ici, vers bilan et perspective. Bilan et perspective. Regardez ici, au XVIIIe siècle, le combat penche nettement du côté des modernes. Alors, le Louvre, c'est quoi le Louvre? Musée. C'est le plus beau musée de la France. Maintenant, du monde. Maintenant, le Louvre, au XVIIIe siècle, va être comparé à quoi? Au Colisée. Le Colisée, c'est une création antique. C'est une création antique. C'est le plus beau, on va dire, c'est le plus beau monument historique de l'Antiquité. D'ailleurs, c'est l'un des 7 merveilles du monde. Oui. C'est l'un des 7 merveilles. Au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le Louvre, c'est-à-dire une création tout à fait nouvelle, qui n'a même pas encore un siècle, 100 ans. Qu'on va comparer à quelque chose qui a cumulé les siècles, et on va dire que le Louvre est plus beau que le Colisée. Donc, le Colisée, c'est à Rome, en Italie, et le Louvre, c'est à Paris. Et si vous voulez maintenant, faites attention, pendant cette période de confinement, vous pouvez visiter le Louvre gratuitement de chez vous, parce que le Louvre a ouvert le site Internet, et aujourd'hui, vous pouvez visiter virtuellement le Louvre, gratuitement, même de chez vous. Donc, le Louvre est plus beau que le Colisée. Pascal, plus profond que Platon. Pascal, c'est un mathématicien français. Michel Pascal. Français, mais c'est aussi un philosophe. Plus profond que Platon. Boileau, supérieur à Horace. Vous voyez, on peut voir dans cette querelle une articulation spectaculaire du siècle de Louis XIV sur celui de Louis XV. Et il a traité comme un événement où l'on fait qu'un épisode de l'éternelle rivalité des générations. Donc, on revient à cette première idée avec laquelle on a commencé. Cette querelle des idées entre les anciens et les modernes, c'est une querelle, dispute des générations. Mais j'ai précisé que ici, quand on a comparé le travail de Perrault avec le travail de qui? La Fontaine. Perrault et La Fontaine. On voyait qu'ils avaient le même âge. La génération ici, c'est ceux qui pensent que l'Antiquité est la mère des sciences, et ceux qui considèrent que la modernité, la création, peut rivaliser avec l'Antiquité. Il nous reste pas moins de 2 minutes. Oui, alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Monsieur, s'il vous plaît, une question. Oui, qui est en train de parler? Oui, c'est moi, Hassan Khatou. Oui. Monsieur, pour le classicisme, est-ce que la fable était une forme du classicisme ou du baroque? Ou du baroque? Oui, car j'ai cette information, mais je ne sais pas précisément est-ce que ça appartient au classicisme ou au baroque. Non, c'est classique. C'est classique. Et parfois, regarde, certaines formes littéraires, elles étaient à cheval. Elles étaient à cheval entre plusieurs formes, entre plusieurs écoles littéraires. Ils peuvent être classiques comme ils peuvent être baroques. Parce que le baroque ne va pas nier à 100% tout ce qui est classique. Parce qu'il va puiser ses sources de ce classicisme. Et à l'intérieur, il va trouver quoi? Il va chercher quoi? Il va chercher à le développer. Et donc,